Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Marlon-Dupuis. Cette semaine, je veux revenir un peu sur ma chronique de la semaine dernière où je parlais de la nomination de Mary Simon comme 30e gouverneur général, un rôle qui pour la première fois se rendait entre les mains d'une femme Inuk, une femme qui est quand même qui a quand même un parcours professionnel extrêmement intéressant, donc c'est un rôle qui lui est pas volé. Mais la discussion tournait beaucoup autour du fait d'avoir une femme Inuk à ce rôle qui est vu par beaucoup comme un rôle colonial. Donc, la discussion était très, très riche, très intéressante, parce qu'on parle aussi de la perception de la communauté Inuk versus la communauté des Premières Nations, puisque nos parcours historiques ne sont pas les mêmes. Et ça l'a vraiment fait ressortir pour moi dans les commentaires, des fois, l'ignorance que les gens ont du paysage politique autochtone versus le paysage politique québécois et canadien. Il existe une très grande distinction, une très grande différence, mais dans des subtilités. On s'entend qu'au Québec, au Canada, critiquer, commenter, ne pas être d'accord avec un parti politique ou un politicien au sein d'un parti politique, c'est un droit. C'est un droit social primordial. Les gens ont le droit de faire de l'ironie, ont le droit de faire à peu près tout, sauf insulter ou carrément menacer un politicien. Mais la satire politique fait partie d'une manière que la population a toujours eu aussi accès pour pouvoir se délester parfois d'une frustration envers une classe dirigeante qu'elle a élue. Donc, c'est de dire qu'elle est au pouvoir parce qu'elle a été choisie. On a la chance d'avoir ça au Canada. La différence que des fois je vois qui n'est pas comprise pour ce qui vient des communautés autochtones, c'est qu'il y a une dynamique politique quand même très différente. Nos politiciens, se rajoutant à ceux des politiciens canadiens et québécois, car comme c'est un État colonial, il a forcé un format politique sur les communautés, même si certaines communautés ne reconnaissent pas les partis politiques, les milieux politiques comme étant des représentants des communautés autochtones, il reste que présentement, elles ont un pouvoir au-dessus des communautés. Donc, elles mettent en jeu des enjeux autochtones sans nécessairement avoir la reconnaissance des communautés autochtones. C'est ce qui a fait que par le passé, par exemple, les communautés sont parmi celles qui votent le moins aux élections municipales, provinciales, fédérales, mais pourtant, dans nos communautés, on vote, on est actif parce que dans les communautés, ça a un impact direct sur nous. Et de comprendre que ces politiques-là, qu'elles viennent, par exemple, du Conseil de bande qui est sous la loi sur les Indiens, qui viennent du Conseil traditionnel, qui viennent même des organismes qui sont politiques. Je pense à, par exemple, Femmes autochtones du Québec ou à la PNQL, qui ont une voix forte politique, mais qui ne sont pas des partis politiques, qui ne sont pas des représentants politiques de toutes les communautés autochtones. Ça a quand même une importance et c'est une voix politique importante dans le paysage québécois et canadien. Eh bien, ces dynamiques-là sont très différentes. Il ne faut pas oublier que les communautés ont des ressources à distribuer dans les communautés qui sont issues de tout ce qui est du droit municipal, provincial et fédéral. Donc, imaginez un parti qui aurait tous ces pouvoirs-là et qui n'aurait plus de distinction entre le provincial et le fédéral. Ça serait vraiment quelqu'un qui aurait beaucoup, beaucoup de pouvoir. Donc, pendant très longtemps, le milieu politique autochtone en était un très discret. Les critiques sont très peu ouvertes ou sont faites plus dans les conversations privées parce qu'elles peuvent avoir, selon les communautés, il ne faut vraiment pas généraliser, mais selon les communautés, peuvent avoir un impact énorme sur ton quotidien, sur comment une maison va être allouée, si tu vas recevoir du financement pour tes études, ça a un impact. Ce qui est différent dernièrement, c'est qu'en ayant des politiciens du milieu autochtone qui s'en vont vers des politiques provinciales, fédérales, qui vont vers des rôles, par exemple à la nomination d'une sénatrice Innu, un premier rôle, eh bien, on voit un dégagement du milieu politique, un désencombrement et une ouverture justement d'une capacité à venir discuter sur des plateformes beaucoup plus larges. Mais ce que ça fait, c'est que ça a aussi démocratisé la voix des gens des communautés. Et de plus en plus, on entend des critiques, on entend des commentaires, on entend aussi des insatisfactions autour des politiciens autochtones que par le passé, on n'entendait pas nécessairement. Un exemple, par exemple, quand on a eu un réveil sur la distinction justement des idéologies politiques, j'utilise souvent l'exemple en 2012 de Idle No More,
quand Teresa Spence, les chefs ont voulu rencontrer Stephen Harper avec le gouverneur général, justement, il y avait eu une énorme mobilisation autochtone et les chefs avaient finalement été à la rencontre de Stephen Harper, mais ce n'était pas nécessairement dans l'alignement du grand groupe qui avait milité. Donc, quand cette rencontre-là a eu lieu, ensuite a continué les mobilisations d'Idle No More et les gens ne comprenaient pas pourquoi elles continuaient puisque les chefs avaient eu ce qu'ils voulaient, la rencontre avec Stephen Harper, Teresa Spence avait rencontré et ça a vraiment fait ressortir le fait qu'il y avait une classe politique distincte aussi d'une mobilisation sociale et que nos idéaux n'étaient pas alignés sur les mêmes choses, que nos désirs politiques n'étaient pas les mêmes et on ne travaillait pas non plus sur les mêmes plateformes. Donc, certains travaillaient sur des milieux politiques, d'autres étaient plus grassroots et venaient porter des messages qui venaient des communautés qui étaient souvent bloquées justement par le manque de présence dans les plateformes médias, dans les plateformes politiques. Et c'est pas pour négliger le fait qu'on a eu beaucoup de chefs qui sont venus marcher avec nous. Et dans l'autre sens aussi, on a des personnes qui sont venues de la militance du grassroots qui sont allées dans des rôles de chefs ou de conseillers dans leur communauté. Donc, il ne faut pas voir ça comme séparé et fermé. C'est qu'il y a une fluidité, pareil comme au Canada et au Québec, entre nos mobilisations qui fait qu'on a des idéaux qui sont différents, on a des positions qui sont différentes. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je commente là-dessus? C'est que aussitôt qu'il y a une nomination dans un milieu politique québécois-canadien d'une personne autochtone, eh bien son identité prend une place très importante dans le message politique québécois et canadien. Parce qu'on défonce un plafond de verre, on défonce une limite qui nous a été imposée et ces rôles-là sont offerts enfin à des communautés autochtones ou à des personnes des communautés autochtones. Alors, ça défait quelque chose qui, de ce système-là, extrêmement exclusif ou raciste, et ça vient transformer ce milieu-là. Cependant, quand on se tourne après ça vers les milieux autochtones d'où viennent les personnes, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des commentaires, des critiques. Il faut s'attendre à ce que les parcours de ces personnes-là n'ont pas été exempts ou sans tâche. Et quand, après ça, le discours des communautés commence à être libéré et à venir parler justement de ces rôles-là, moi je suis pas contente qu'on ait une gouverneure générale autochtone, je pense qu'un rôle est plus décolonisé, je suis pas contente que ça soit ça, parce que c'est des rôles que nous, on ne reconnaît pas. Et bien des fois, on entend le message qui vient de l'autre sens, il dit « Vous devriez être content, enfin une personne autochtone, moi je vais être contente pour cette personne autochtone-là. » Et je dis « Si on devait être content pour toutes les personnes qui sont élues, est-ce que tu serais content pour une personne allochtone qui est élue juste parce qu'elle était allochtone? Non, tu demanderais le même niveau de devoir qu'à n'importe quel autre politicien. Et bien, nous autres, c'est la même chose. On a des critiques, des commentaires, mais souvent, parce que la personne qui est choisie est autochtone, on nous demande un certain silence pour pouvoir permettre à la gloire, à l'étoile de briller, alors que nécessairement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans le passé. D'ailleurs, je dis souvent au monde, si tu te demandes s'il y a quelque chose qui est déséquilibré dans les milieux politiques, écoute, le silence, il est criant. Donc, est-ce que vous entendez beaucoup de commentaires, vous entendez beaucoup de critiques? Et présentement, c'est très difficile de les avoir puisque, et ça c'est très, 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 très important de comprendre pourquoi cette dynamique-là existe encore, quand une personne autochtone vient dans un rôle de pouvoir ou politique autochtone, il est à la merci de commentaires racistes, dégradants, d'une double attente par rapport à la tenue de son rôle. Et si quelque chose fait trébucher ce politicien ou cette politicienne-là, la critique ne va pas uniquement vers la personne, l'individu, elle va aussi vers la communauté d'origine. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui doit se transformer dans la politique canadienne et québécoise, sans pour autant bloquer la parole des citoyens autochtones et de leur réalité dans leur communauté. Parce que pour l'instant, elles ne sont pas encore combinées, elles sont encore très distinctes. Donc, je vous ai amené une grosse chronique cette semaine. Je vous ai amené aussi une vision qui est très difficile, puis une vision qui n'est pas nécessairement portée par tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on puisse nous offrir même une chance de pouvoir être critiqués parce que on est tellement fragilisé par justement la pression qui vient de l'État colonial, par la pression des trolls, du racisme habituel. Donc, en laissant shiner quelqu'un, c'est certain
qu'on offre à la communauté la capacité de voir des modèles de réussite. Mais par exemple, on ne veut pas non plus se retrouver avec des histoires qui, comme par le passé, a eu une répercussion sur la communauté. T'sais, on a eu des sénateurs qui ont été plus ou moins bons et on ne veut pas se retrouver non plus avec des personnes qui vont mal représenter un rôle pour ensuite voir une critique se diriger vers la communauté au grand complet. Donc, vous comprenez qu'on se trouve dans un tournant historique, mais ça ne veut pas dire de faire taire la voix des citoyens, sinon on n'est plus dans une démocratie, et de voir que ces voix-là, qui sont pas toujours contentes, qui sont pas toujours en accord avec le modèle politique actuel, ce sont des voies de transformation. Si on avait gardé le silence, eh bien, Idle No More n'existerait pas. Si on avait gardé le silence, eh bien, Black Lives Matter n'existerait pas et les transformations sociales importantes qui ont lieu maintenant n'auraient pas lieu. Donc, juste de garder l'œil ouvert pour les commentaires inutiles, pour le racisme habituel et ouvrir nos cœurs, nos voix et nos esprits à la nouveauté que le mélange de ces milieux politiques-là va amener. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. C'était une longue chronique, mais je pense qu'elle est nécessaire parce que c'est une discussion d'avenir et c'est des rôles qu'on va avoir de plus en plus occupés par des communautés ou par des membres des communautés autochtones. Et c'est des rôles qui vont peut-être des fois être contestés même par les communautés autochtones. Ou c'est des rôles qui vont peut-être servir de cheval de Troie d'un côté ou de l'autre. Alors, soit on rentre dans le milieu politique alloctone et on commence à l'habiter, ou soit le politique, les nominations politiques autochtones, elles, vont commencer à rentrer dans les communautés pour habiter l'esprit des communautés. Et c'est là où est-ce qu'il y a des dangers pour nous, en tant que petites communautés qui sont quand même encore fragiles sur le milieu politique. Alors, merci beaucoup encore, je vous dis, pour cette écoute, parce que c'est vraiment un sujet difficile. Je vous souhaite une belle semaine.